Bien alors, d'abord, je dois des excuses à nos intervenants. Nous les avons un peu muselés dans la mesure où ils ont évidemment des tas de choses à vous dire et la journée est telle qu'il faut tenir très strictement le timing et donc ils n'auront malheureusement qu'une petite demi-heure pour s'exprimer. Alors, on va commencer par donc une intervention de Jean Grèche, philosophe, qui a enseigné à l'Institut catholique de Paris, qui a été un grand ami de Paul Ricoeur, qui a, je le rappelle, mais la plupart des gens le savent ici évidemment, qu'il a co-organisé la décade de Cerisy qui était consacrée à l'œuvre de Paul Ricoeur en 1988 et qui a été publiée en 1991 sous le titre Paul Ricoeur, les métamorphoses de la raison herméneutique aux éditions du Cerf. Et il a écrit un magnifique ouvrage sur Paul Ricoeur, parmi bien d'autres ouvrages, paru en 2011, qui est Paul Ricoeur, l'itinérance du sens. Et je lui donne la parole. Merci beaucoup François Dos. Mesdames et messieurs, chers collègues, les organisateurs de cette journée ne m'ont guère laissé le choix en imposant en quelque sorte manu militari le thème de l'héritage de la philosophie réflexive. Je leur suis malgré tout reconnaissant de m'avoir ainsi obligé à revisiter un chantier philosophique important, travaillé entre autres au Japon par Yasuhiko Sugimura et en Allemagne par Stefan Hort. Au début des années 80, c'est-à-dire pratiquement à mi-chemin de son parcours philosophique qui s'achèvera avec le parcours de la reconnaissance, Ricoeur rédige son article de l'interprétation qu'il publiera en plusieurs endroits et en différentes langues. De cet article dans lequel il jette un regard rétrospectif sur les problèmes qui l'ont occupé depuis une trentaine d'années, j'extrais une seule formule qui, à mes yeux, constitue le passeport philosophique de Ricoeur. Il ne ressemble d'ailleurs en rien à un passeport diplomatique, puisqu'il lui a fermé autant de portes, sinon plus, que celles qu'il lui a ouvertes. C'est par trois traits qu'il définit son appartenance à l'école phénoménologico-herméneutique. Elle est dans la ligne d'une philosophie réflexive, elle demeure dans la mouvance de la phénoménologie husserlienne, elle veut être une variante herméneutique de cette phénoménologie. Être, demeurer, vouloir être. L'enchaînement de ces trois verbes est remarquable. Il nous interdit d'emblée de lui substituer la séquence passé, présent, avenir. Ce n'est pas comme si la philosophie réflexive faisait partie du temps lointain de l'apprentissage philosophique du jeune Ricoeur, bientôt supplanté par la phénoménologie husserlienne, laquelle se métamorphosera au début des années 60 en philosophie herméneutique. Pour traverser le siècle, il fallut tenir la distance, comme on dit. Le fait que cette traversée impliquait un certain nombre de ruptures et de renoncements n'a rien d'étonnant. L'erreur serait de les confondre avec autant d'abandon. En réalité, il s'agit de déplacement, de réorientation et de transformation créatrice. Trois renoncements sautent immédiatement aux yeux: le délaissement de la question de Dieu à la faveur d'un agnosticisme philosophique, l'abandon du projet de prolonger la philosophie de la volonté par une poétique de la volonté, qui serait en même temps une poétique de la liberté, le remplacement de l'herméneutique initiale des symboles par une herméneutique focalisée sur les textes. Le premier de ces renoncements apparents concerne directement le rapport
que Ricoeur entretient avec les principaux porte-paroles français de la philosophie réflexive. Parmi les trois orientations qui déterminent le profil de ce qu'il m'est plusieurs fois arrivé de qualifier comme herméneutique more gallico demonstrata, la moins contestable et la plus durable est l'appartenance à la philosophie réflexive. Ricoeur dit que sa philosophie est dans la ligne d'une philosophie réflexive et non dans la ligne de la philosophie réflexive. La formule nous rappelle que la philosophie réflexive, qui prend son départ avec le cogito cartésien, s'approprie les leçons de Maine, de Biron, de Kant et de Fichte, avant de trouver son expression dans la deuxième moitié du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, dans les écrits et enseignements de Jules Lachélier, de son élève Jules Lagneau et de Léo Brunswick, défenseur infatigable de l'universalisme de la raison, qui installait le jugement au cœur de la philosophie réflexive, et, last but not least, de Jean Nabert. Cette philosophie, donc, est d'une grande complexité et recouvre plusieurs options et accentuations possibles. Premier point, une brève remarque sur la complexité de l'héritage de la ligne de la philosophie réflexive. Si nous voulons cerner le dénominateur commun des philosophies de la réflexion, que chaque représentant de cette tradition a extracté avec son génie propre, le célèbre article « Psychologie et métaphysique » de Jules Lachélier nous offre une bonne entrée en matière. Dans une discussion serrée des positions de Victor Cousin, Lachélier met en avant le fait que nous avons conscience de notre conscience et que c'est cette connaissance réfléchie des faits qui composent notre vie intérieure, cette conscience idéale ou plutôt intellectuelle de notre conscience réelle et sensible, que la philosophie réflexive doit soumettre à l'analyse. Pour Lachélier, le moi véritable de l'homme doit être cherché dans sa réflexion sur lui-même, ou plutôt dans la réflexion de la pensée absolue sur elle-même. S'il n'y a pas pour nous d'existence sans l'action d'une pensée qui la connaît et l'affirme, autrement dit, pas de pensée qui ne soit la connaissance et l'affirmation de l'existence, nous sommes en nous-mêmes, dit-il, l'acte absolu par lequel l'idée de l'être affirme sa propre vérité, et nous sommes pour nous-mêmes le phénomène de cet acte ou cette réflexion individuelle par laquelle chacun de nous affirme sa propre existence. Lachélier aboutit à une thèse qui n'est pas sans rapport avec les problèmes auxquels Ricoeur s'attellera dans le premier volume de sa philosophie de la volonté. L'être tel que nous le concevons n'est pas d'abord une nécessité aveugle, puis une volonté qui serait enchaînée d'avance par la nécessité, enfin une liberté, qui n'aurait plus qu'à constater l'existence de l'une ou de l'autre. Il est tout entier liberté, en tant qu'il se produit lui-même, tout entier volonté, en tant qu'il se produit comme quelque chose de concret et de réel. La manière dont Jean Nabert reconstruit de son côté l'arbre généalogique de la philosophie réflexive dans un article publié en 1957 dans l'Encyclopédie française constitue aujourd'hui encore la meilleure introduction à ce courant de pensée. Nabert y souligne la différence radicale qui sépare la méthode réflexive qui se destine à mettre en lumière les actes immanents aux significations et la méthode spéculative dans laquelle l'absolu lui-même se réfléchit dans le mouvement de la conscience. La première tâche d'une telle philosophie est
pour Naber celle de constituer le sujet lui-même avant de ressaisir, immanentes à ces opérations, les lois et les normes de l'activité spirituelle dans tous les domaines. Naber nous invite à surprendre dans les manifestations les plus humbles de la conscience l'amorce d'une prise de conscience réflexive de soi qui est le signe d'une relation de soi à soi qui est l'être même de la conscience et promesse de liberté. Vouloir faire passer des expériences qui se présentent tout d'abord dans leur singularité et leur irréductible contingence, sur le plan de la conscience claire et de l'universel, n'est pas une entreprise de tout repos, car quel que soit le champ d'expérience examiné, ce que la réflexion doit y surprendre, ce sont des actes, des opérations que la conscience ne peut désavouer. Promouvoir une conscience de soi à laquelle ne fait pas défaut cette dimension de l'intimité qui est absente de la conscience transcendantale du criticisme. Ce souci de Naber, qui sous-tend toute son œuvre, est également celui de Ricoeur. Ce qui retient plus particulièrement son attention, c'est la manière dont la méthode réflexive surprend le moment où l'acte spirituel s'investit dans les signes qui risquent aussitôt de se retourner contre lui. En attirant notre attention sur l'énigme du dédoublement entre la pure production des actes et leur occultation dans les signes, Ricoeur met le doigt sur le point où la phénoménologie herméneutique se sépare de la pure philosophie réflexive à la faveur de l'action d'après laquelle, parce que la réflexion n'est pas une intuition de soi par soi, elle peut être et elle doit être une herméneutique. La philosophie réflexive est morte, vive l'herméneutique, en conclurant certains, en passant sous silence les nombreux autres thèmes nabertiens que Ricoeur n'a jamais reniés, la thématique de l'affirmation originaire, qui occupe une place centrale dans la mise en place de son anthropologie de la faillibilité ou de la disproportion, qui se déploie justement sur le triple registre de l'affirmation originaire, de la différence existentielle et de la médiation humaine, la destinée de la liberté, le mal comme injustifiable et l'herméneutique des témoignages. Tout comme Fichte et son successeur français Jean Naber, dit Ricoeur, il estime que la réflexion est moins une justification de la science et du devoir que la réappropriation de notre effort pour exister, au point qu'il nous faut sans fin nous approprier ce que nous sommes à travers les multiples expressions de notre désir d'être, ce qui exige le long détour par les œuvres qui témoignent de cet effort et de ce désir. Désir d'être et effort pour exister, tout au long de la philosophie de la volonté, jusqu'au conflit des interprétations et le livre sur Freud, cette formule récurrente reflète la dette envers la philosophie réflexive de style nabertien. Deuxièmement, une confrontation initiale, le mémoire de maîtrise de 1934. Rien ne semblait prédestiner le jeune Ricoeur, qui avait fait ses premiers pas en philosophie sous la houlette d'un thomiste aussi farouche que Roland d'Albiès, à épouser la cause de la philosophie réflexive, autrement dit à transformer ce que Naber, j'y reviendrai dans un instant, appelle l'inquiétude du se comprendre en force, plutôt que d'y voir l'expression d'une faiblesse coupable. Un accident cérébral, dirait Jacques Maritain. Pour cela, il lui fallut apprendre à surmonter ses résistances initiales
qui l'incitait à rejeter en bloc la prétention à l'immédiateté, à l'adéquation et à l'apodicticité du cogito cartésien et du je pense kantien. Si nous voulons comprendre l'attraction précoce que la philosophie réflexive exerçait sur Ricoeur, il faut bien sûr commencer par le commencement, c'est-à-dire par le mémoire de maîtrise en philosophie qu'il soutient en 1934 sur le thème « La méthode réflexive appliquée au problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau ». La première chose qui m'a frappé quand j'ai relu le manuscrit de ce mémoire que j'ai pu consulter grâce à Catherine Goldenstein, c'est qu'on a affaire à un authentique travail de recherche dans lequel le jeune étudiant exploite les papiers et lettres inédites de Lachelier que Léon Brunswick lui avait permis de consulter. Regrettant l'absence d'une histoire de la méthode réflexive, lacune qui sera comblée magistralement plus tard par Jean Nabert, et synthétisant une enquête relative aux sources et aux influences qui ont marqué les deux penseurs, Ricoeur va droit au but en se focalisant sur la démarche fondamentale, la recherche de l'absolu dans ce qui lui est en apparence le plus étranger. Ce qui retient son attention dans les écrits des deux Jules est le fait que l'un et l'autre ont trouvé dans la méthode réflexive le principe d'une métaphysique intégrale. Le moins qu'on puisse dire est que Ricoeur ne manque pas d'audace quand il déclare d'emblée que malgré l'objectivité qu'il revendique pour sa présentation, il veut également débusquer les points faibles, les fissures où pourrait s'insérer le coin de la critique chez les deux auteurs. Même les plus grands philosophes ont leur talon d'Achille, ceux qui n'ont pas de talon ne sont pas des Achilles. À l'interprète de les déceler, non pour montrer que ce sont des colosses aux pieds d'argile, mais pour accroître les chances d'un réel dialogue avec autrui. C'est à ce propos que Ricoeur formule pour la première fois un credo philosophique qui ne reniera jamais. S'il est impossible de recevoir la pensée d'autrui sans qu'elle rencontre dans la conscience des directions latentes et suscite des réactions spécifiquement personnelles, en revanche, il n'est pas vrai que l'on puisse découvrir soi-même sans découvrir autrui. On ne descend en soi qu'en sortant de soi. On ne se trouve qu'en se perdant. On n'accède au même que par l'autre. Toute immanence enveloppe quelque transcendance. Telle que la pratique Lachelier et Lagneau, la méthode réflexive est, d'après une note que Ricoeur avait sans doute rédigée en vue de la soutenance de son mémoire, un réveil, un appel à la conscience claire, des démarches implicites et quasi inconscientes enveloppées dans le moindre acte de pensée. Remontant du conditionné aux conditions, des problèmes résolus par la pensée aux inconnus du problème, elle parvient tôt ou tard à l'absolu, même si, et justement quand, elle se met en quête de l'absolu ou de Dieu, la méthode réflexive refuse de recevoir une lumière étrangère à notre pensée. Dès sa présentation générale de la méthode réflexive, Ricoeur laisse entrevoir que son personnalisme, hérité de Mounier évidemment, l'empêche d'adhérer sans réserve aux présupposés de Lachelier et de Lagneau. Voilà ce qu'il déclare, et c'est une déclaration de guerre en miniature. Je ne suis pas seulement un roman médiocre d'apparitions et d'événements, je suis un drame et une destinée. Voilà, nous sommes au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ma personne qui a la responsabilité de la pensée, la charge du doute et l'initiative de la bonne volonté.
À défaut de pouvoir suivre ici en détail la façon dont Ricoeur analyse la façon dont Lagneau et Lanier et Lachelier ont tenté de saisir Dieu dans l'immanence de la pensée, en évitant évidemment d'en faire une chose parmi les choses, je me contente de pointer quelques formules du Feuillet sur lesquelles Ricoeur récapitule ses remarques critiques en vue de la soutenance. Si l'immanence de Dieu à la pensée humaine repose sur le caractère impersonnel de la pensée, l'impersonnaliste court le risque de compromettre l'effort fait pour surmonter un chosisme de la pensée, car en réalité la pensée n'est un acte qu'à condition d'être personnel. Un acte impersonnel est contradictoire. Inquiétude, doute, tranquillité accoutumée de la conscience tournée vers le monde laisse place à l'inquiétude spécifique du se comprendre. Se comprendre, c'est pour nous, écrit Nabert, la question qui est déjà un acte par lequel l'être que je suis se formule par la question elle-même et s'interdit de rompre en un point quelconque la réponse à la question. Donc, ce que je voudrais souligner ici, c'est que le titre d'un article, ou une formule que j'extrais d'un article que Jean Nabert avait publié en 1934, c'est-à-dire l'année même où Ricoeur soutenait son mémoire de maîtrise, quand il parle de l'inquiétude du se comprendre, est probablement l'un des points qui explique l'affinité intellectuelle très profonde entre ces deux penseurs. Il est vrai que dans Réflexion faite, Ricoeur se définit comme esprit curieux et inquiet. Donc, ce qu'il a en commun avec Jean Nabert, c'est l'inquiétude, pas seulement l'inquiétude existentielle, mais aussi l'inquiétude philosophique, c'est-à-dire l'inquiétude du se comprendre, mais il y a aussi la curiosité intellectuelle qui l'a incité à s'intéresser à toutes sortes de disciplines et à nouer un dialogue avec les meilleurs représentants de ces disciplines, ce qu'on ne peut sûrement pas dire de Jean Nabert. Dans Réflexion faite, Ricoeur dit que son mémoire était un premier armistice dans la guerre intestine entre la foi et la raison. Et il conclut son évocation de son mémoire en soulignant que ces incursions précoces du côté du Dieu des philosophes sont pratiquement restées sans lendemain. Sans lendemain, laissant progressivement place à un type de philosophie dont la nomination effective de Dieu est absente et où la question de Dieu en tant que question philosophique reste elle-même tenue dans un suspens qu'on peut dire agnostique. Rien ne nous permet toutefois d'en conclure que sa rencontre initiale avec la philosophie réflexive, dont l'expression qu'elle avait trouvée chez Lagneau et Lachelier, ait été un simple exercice scolaire, un galop d'essai bien vite oublié. Outre le fait qu'en philosophie, il y a peu de rencontres sans lendemain, Ricoeur affirme que les deux Jules ne l'ont pas seulement initié, mais littéralement incorporé à la tradition de la philosophie réflexive. Sous la plume d'un penseur qui, par ailleurs, s'est laissé initier par Gabriel Marcel au mystère de l'existence incarnée, le verbe incorporer, qu'on évitera bien sûr de confondre avec le verbe embrigader,
un sens fort qui nous oblige à nous interroger sur les particularités de cette incorporation à la ligne d'une philosophie réflexive. Et pour répondre à cette question, il y a un interlocuteur absolument privilégié, à savoir Jean Nabert. Dans les années 60, ceci me paraît remarquable, Ricoeur préface 3 ouvrages de Nabert, la 2e édition de l'essai sur le mal, paru en 1959, la 2e édition des éléments pour une éthique, 1962, et le désir de Dieu, 1966, publié à titre posthume. Une analyse attentive de chacune de ces préfaces que j'aurais voulu vous présenter ici, mais mon temps de parole est pratiquement écoulé, montre qu'il s'agit de tout sauf d'écrits de circonstances ou de complaisance. Si nous y ajoutons les 2 articles déjà mentionnés sur l'acte et les signes chez Nabert et l'article plus ancien sur l'affirmation originaire, nous nous trouvons en présence d'un corpus de textes assez volumineux qui nous oblige à nous demander en quoi consiste l'affinité particulière qui rattache Ricoeur au dernier grand représentant de la philosophie réflexive que fut Jean Nabert. Et donc je vous indique simplement les points qui seraient à analyser dans ce contexte. Premièrement, comme je viens déjà de le dire, le thème de l'inquiétude du se comprendre, inquiétude intellectuelle et pas seulement existentielle. Deuxièmement, le thème de l'affirmation originaire. Troisièmement, la méthode réflexive appliquée aux problèmes éthiques, en préfaçant les éléments pour une éthique, qui est à ses yeux l'œuvre canonique, la méthode réflexive de Nabert, Ricoeur y décèle une trajectoire qui part des sentiments éthiques et qui s'achève dans un autre sentiment plus proche, plus sublime que de la béatitude, le sentiment de vénération. Dans ce genre de philosophie, dit-il, il n'est point de repos sur quelques mots de la transfiguration, car parce que la réflexion n'est pas possession intuitive de soi-même, l'affirmation originaire ne s'atteste que par le mouvement même qui produit l'existence du moi à partir du désir sur tous les points de l'action. En l'occurrence, il s'agit d'une réflexion sur l'agir qui ne doit pas être confondue avec la morale kantienne, centrée sur l'idée du devoir. En appliquant la réflexion au mouvement par lequel nous tâchons de nous approprier l'affirmation originaire dont nous sommes en quelque façon séparés ou déchus, l'éthique de Nabert est plus proche de Spinoza que de Kant. Chez lui, l'éthique désigne l'histoire sensée de notre effort pour exister, de notre désir d'être. L'éthique ainsi comprise n'est rien d'autre que l'approfondissement conséquent de l'histoire de notre désir d'être. Mutatis mutandis, cette formule me semble entrer en résonance avec la formule directrice désir de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes, qui est le fil d'Ariane de la petite éthique que Ricoeur développera plus tard dans les études 6 à 9 de soi-même comme un autre. Pour finir, permettez-moi de citer une phrase de Jean Nabert qui me semble
pouvoir s'appliquer aussi bien à l'itinéraire philosophique de Ricoeur qu'à Nabert lui-même. Il s'agit de ce fond d'inconscience qui est au cœur de l'être humain et qui fait qu'il s'apparaît inévitablement comme inégal à lui-même. Ne faut-il pas en arriver, se demande ensuite Nabert, à une sorte de pari sur soi, ne relevant que d'une conscience qui affirme dans le même acte son humilité infinie et son refus de s'en tenir à ce qui en elle est seulement donné ou centré sur soi. L'expérience de la finitude prouve que je lui échappe et l'acte par lequel je lui échappe prouve la finitude. Je vous remercie. Et un double merci à Jean Grèche pour avoir respecté très scrupuleusement le temps imparti. On voit d'ailleurs, là on va sauter une étape d'ailleurs dans les défis philosophiques auxquels Paul Ricoeur s'est confronté, qui est l'existentialisme, mais je vois une réponse qui, pour prolonger ce qu'a dit Jean Grèche, une réponse à Sartre et à l'existentialisme tel que le concevait Sartre dans un article tout à fait essentiel qui rejoint effectivement la question de l'affirmation originaire, qui est négativité et affirmation originaire, qui est une réponse à distance en 1956 par rapport aux thèses sartriennes. On va passer à la philosophie du langage avec Vincent Descombes, autre philosophe qui est spécialiste de ce domaine, qui est directeur d'études à l'école des hautes études, spécialiste de la philosophie du langage et qui a suivi les cours de Paul Ricoeur à la Sorbonne sur Husserl lorsque Ricoeur était l'introducteur de la phénoménologie husserlienne à Paris, en France, au début des années 60, et il a même eu Paul Ricoeur comme directeur de son DES, ça remonte à loin, en 1965, hein, et parmi la grande production philosophique de Vincent Descombes, je ne citerai que son dernier ouvrage de 2013, Les embarras de l'identité, paru chez Gallimard. Merci. Alors, le sujet qui m'est assigné dans notre colloque, c'est donc la question du sujet du point de vue du langage. Et en réalité, mon exposé entre en continuité parfaite avec celui de Jean Grèche que nous venons d'entendre. Lorsqu'on l'interrogeait sur son style philosophique, Ricoeur se présentait toujours comme un praticien de la philosophie réflexive. Un philosophe réflexif est quelqu'un pour qui la question cardinale de la philosophie est la question qui, posée sur le mode réflexif. Poser la question qui, ou la question du sujet, c'est s'interroger sur un acte pour en découvrir l'agent. Poser la question qui sur le mode réflexif, c'est s'interroger sur soi-même par un retour sur ses propres actes et sa propre conduite. Qui dit philosophie réflexive, dit donc, semble-t-il, philosophie du sujet que je suis. Faut-il en conclure que la pensée de Ricoeur répond d'un bout à l'autre de son œuvre au signalement d'une philosophie du sujet? Non, car il faut tenir compte de l'avertissement qu'il donnait à la fin des années 1960, en pleine controverse structuraliste, dans un texte qui s'intitule justement « La question du sujet », avec pour sous-titre « Le défi de la sémiologie ». Ricoeur commençait ainsi son propos, je cite, « Il n'y a jamais eu la philosophie du sujet ». Fin de citation. Ce que nous offre la tradition réflexive en philosophie, ce n'est pas du tout une doctrine bien assurée de ses thèses, qu'elle croirait pouvoir fonder sur un « je pense » inaugural, c'est bien plutôt, je cite, une suite de styles réflexifs issus d'un travail de redéfinition imposé par la contestation même. Fin de citation. En fait, la philosophie du sujet, selon Ricoeur, a toujours été contestée, mieux, elle porte en elle-même sa propre contestation. Ainsi, la tâche, pour lui,
c'est d'abord de redéfinir cette question que le philosophe doit poser, la question qui. La question du sujet tel qu'il la reçoit de la tradition réflexive, c'est un outil qui permet au philosophe de remonter du je pense inaugural à un j'existe en tant que je pense, pour aboutir à un je suis un sujet pensant. Qui est alors le sujet du cogito? C'est l'ego, de l'ego cogito. Or, Ricoeur nous invite à rompre avec ce style réflexif dont il montre qu'il conduit tout droit dans une impasse. Pour décrire la manière dont une philosophie du sujet doit se réformer dans sa confrontation avec des théories qui la contestent de l'extérieur, Ricoeur n'hésite pas à faire usage, dans cet article, d'une image empruntée aux arts martiaux. La philosophie réflexive, explique-t-il, ne doit pas chercher à repousser les assauts de l'adversaire, comme si elle était une citadelle cernée de tous côtés, mais elle doit bien plutôt, comme il dit, prendre appui sur cet adversaire de façon à faire un renfort de ceux-là même qui la contestent. En un mot, la philosophie réflexive, dit-il, doit faire couple avec ceux qui la contestent le plus. Mais si le philosophe réflexif peut faire couple avec l'adversaire qui lui lance un défi de l'extérieur, c'est parce qu'il a déjà commencé à lutter lui-même, au sein de sa propre tradition, contre des tentations auxquelles le philosophe réflexif, plus qu'un autre, est soumis. Tentation de l'idéalisme, tentation du solipsisme, toute tentation que Ricoeur résume en parlant d'une tentation de concevoir le retour à soi comme une auto-position. Une auto-position, autrement dit, cet acte inaugural qui voudrait, avec l'énonciation du « je pense », fonder tout ce qu'il est lieu de penser de toute chose sur l'évidence d'un « je me pense ». Alors, un mot sur l'appréciation par Ricoeur du défi sémiologique. La sémiologie s'entend ici au sens de cette science générale des systèmes de signes qu'évoquait Saussure dans son cours de linguistique. Dans les années 60, ce nom de sémiologie emporte avec lui toutes les ambitions des études structurales, alors florissantes, depuis la linguistique proprement dite, jusqu'aux recherches sur les systèmes signifiants, qu'il s'agisse des vocabulaires de parenté ou des formes de pensée collective comme le mythe, le conte ou les rituels. Ici, le thème important est système. L'idée féconde de Saussure est que les signes, dans quelques systèmes signifiants que ce soit, et à quelques niveaux d'analyse que ce soit, se définissent les uns par rapport aux autres dans des relations d'opposition distinctives. Autrement dit, pour penser le langage, il faut carter l'image bien naturelle, mais naïve, d'un individu qui, tel Adam dans l'Éden, invente le langage en donnant des noms aux choses et aux situations, une par une, au hasard de ces rencontres. Pour qu'il y ait signe linguistique, il faut que soit donné le système de signes dans sa réalité synchronique de totalité signifiante. D'où l'axiome premier de la sémiologie et de tous les structuralistes, il y a, comme le rappelle Ricoeur dans ce texte, primat de la structure ou du système sur le procès. Voici donc le défi lancé par la sémiologie aux philosophies classiques du sujet. S'il y a une condition pour que le sujet puisse parler, à savoir la maîtrise d'une langue, alors il y a une vérité qui précède « je parle » et c'est « je peux parler ». Je le peux car je dispose d'un système de signes. La philosophie du sujet peut-elle accepter que le sujet parlant ne soit pas l'origine du sens des mots qu'il emploie, mais qu'il soit le locuteur d'une langue ou d'une langue particulière? Le peut-elle sans avoir à avouer que le langage se passe fort bien d'un sujet comme origine des intentions signifiantes? Dès lors, le défi devient, l'acte de parole est-il bien celui d'un sujet locuteur? Est-ce moi qui parle quand je parle? Est-ce que ce n'est pas plutôt le langage qui se parle quand le sujet croit parler, comme on dit que telle langue se parle encore dans telle région? Le primat du système sur le procès aurait cette conséquence que le langage serait, comme on disait alors, un procès sans sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un procès sans sujet? Les linguistes ont formé une catégorie générale des procès afin de réunir dans une même classification les verbes d'action, comme marcher, porter, etc., et les verbes d'état, comme dormir ou s'ennuyer. Le modèle classique d'un procès sans sujet est emprunté au phénomène atmosphérique. Nous disons il pleut, il fait froid, es regnet, it's raining, mais ce sont là des procès sans véritable sujet. La question du sujet, la question qui, n'a pas lieu d'être posée à propos de la pluie ou du froid. Tout de même, selon les théoriciens du procès sans sujet, il faudrait dire ça parle ou ça pense, dès lors que les mots que j'emploie ne sont pas les mots d'un idiolecte que j'aurais fabriqué moi-même, dès lors que les constructions que j'emploie dans mes phrases sont fixées par la syntaxe de ma langue et non par mes vécus subjectifs.
Et voici le moment même où le philosophe réflexif, tel un judoka, va faire couple avec son adversaire et prendre appui sur lui pour se rétablir. L'axiome sémiologique nous dit qu'un procès signifiant, un acte de parole, suppose le système dans lequel les signes se définissent par des différences diacritiques. Mais que le système précède le procès ne veut pas dire que le procès de la parole, lui, soit sans sujet. Tout ce que l'axiome permet de poser, c'est que la question du sujet ne peut se poser qu'à propos d'un procès, et non à propos d'un système signifiant. La question du sujet n'a aucun sens si on la pose à propos d'une langue. Quel est le sujet de la langue latine? La question n'a pas lieu d'être posée, à moins qu'elle ne veuille dire trivialement qui aujourd'hui parle latin. Ici, Ricoeur invoque à juste titre contre les doctrines confuses le témoignage de la linguistique elle-même en la personne d'Émile Benveniste. Tant qu'on en reste à l'étude d'un système, il n'y a pas lieu de poser le problème de la référence d'une phrase, pas plus que celui du sujet produisant cette phrase. Il n'y a pas lieu de le faire parce qu'une langue est un système qui propose des formes d'expression et qu'elle n'est pas elle-même une expression qui dirait quoi que ce soit. La langue ne parle pas, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle est une condition pour qu'il y ait parole. La question que posait le défi sémiologique au philosophe réflexif était donc: une philosophie du sujet peut-elle accepter que le sujet parlant soit précédé par l'institution du langage? La réponse est qu'elle le peut, à condition de renoncer à poser ce sujet parlant à partir d'un cogito pour le poser désormais à partir d'un acte de parole. Avec cette remarque, la force de l'assaut sémiologique contre le cogito est mise au service d'une question du sujet mieux comprise. On dira peut-être que ce sujet langagier n'est pas celui des philosophes classiques du sujet. Et c'est parfaitement exact, mais justement, aux yeux de Ricoeur, une telle réforme du concept de sujet est bienvenue, car elle répond chez lui à une préoccupation plus ancienne. Dès sa thèse sur la philosophie de la volonté, il s'engageait dans une contestation du cogito, mais sans en avoir encore tous les moyens. Ces moyens, il se les donnera ensuite, d'abord avec ce qu'il a appelé la greffe herméneutique, qui vient réformer la phénoménologie de la conscience, ensuite en reprenant à son compte certains résultats de la philosophie analytique du langage. Alors, un mot sur l'autoposition. Les philosophes disent le cogito. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Le terme le cogito est d'abord une abréviation pour l'ensemble de la proposition qui constitue le fondement du système cartésien ego sum, ego existo. C'est ensuite un nom pour l'argument qui utilise cette première vérité pour en extraire une réponse à la question du sujet. Qui suis-je, moi qui pense, et suis assuré d'exister aussi longtemps que je pense. Et ici, deux chemins s'ouvrent devant le philosophe. Le premier de ces chemins est celui de Descartes lui-même. Il mène de « je pense » à « je suis une chose pensante ». Or, ce chemin, personne ne veut plus l'emprunter après Descartes, car il est trop clair que l'expérience de la conscience ne permet pas au sujet pensant de se donner à lui-même la preuve qu'il est une substance, donc un être assuré de sa permanence dans le temps, au-delà de son acte présent de pensée. L'autre chemin est celui de l'idéalisme. C'est l'idée que le cogito constitue une autoposition ou une autocréation du sujet dans son acte même de pensée. Le philosophe décide de comprendre le cogito fondateur comme la position d'un ego qui n'existe que par cet acte de pensée. Une telle philosophie idéaliste peut aussi recevoir le nom d'égologie que lui donnera Husserl. Une égologie, donc une doctrine du moi, ce que Ricoeur explique par le raccourci suivant: l'égologie, dit-il, c'est le cogito sans la res cogitans. Au début de la philosophie de la volonté, Ricoeur portait le diagnostic suivant sur la philosophie du cogito. Je cite: le cogito tend à l'autoposition. Le génie cartésien d'avoir porté à l'extrême cette intuition d'une pensée qui fait cercle avec soi en se posant et qui n'accueille plus en soi que l'effigie de son corps et l'effigie de l'autre. Fin de citation. Ainsi, ce n'est pas seulement telle ou telle version de l'argument du cogito qui est en cause, mais toute philosophie qui se définit de commencer par un « je pense ». Ricoeur use ici d'une formule très remarquable: le sujet du cogito n'accueille plus en soi que l'effigie de son corps. Image frappante car elle tire sa force de l'opposition que nous faisons entre la présence de quelqu'un en personne et sa présence en effigie, c'est-à-dire seulement par le moyen d'une représentation. Autant dire que le sujet de conscience, s'il veut se poser à partir du seul fait de sa conscience, ne sera pas présent à lui-même avec son propre corps en personne, mais seulement avec son corps en effigie.
Le problème pour la philosophie réflexive est donc de concevoir un retour sur soi, sujet de ses actes, qui soit un retour à soi dans sa propre personne, en chair et en os, dans son identité humaine, historique, et non pas un retour à soi en représentation. Comment être présent à moi-même en personne plutôt qu'en effigie? Dans cette thèse, Ricoeur croit qu'il pourra résoudre ce problème s'il parvient à intégrer l'involontaire du sujet dans le « je pense ». Il faut, dit-il alors, que le « je pense » du philosophe puisse se détailler non seulement dans des formes actives de conscience telles que je perçois, je juge, je veux, mais aussi dans des formes qui intègrent ce qui, dans le sujet, échappe aux prises de la conscience et de la volonté. Il faut que le sujet puisse faire sien l'involontaire qu'il découvre en lui, et intégrer l'involontaire, cela veut dire, écrit Ricoeur, je cite, que le besoin doit être traité comme un « j'ai besoin de », l'habitude comme un « j'ai l'habitude de », le caractère comme « mon caractère ». Mais, demandera-t-on, sur quelle expérience vécue puis-je fonder l'appropriation de mes besoins, de mes habitudes, de mes savoir-faire, de mon caractère, et, plus loin dans l'ouvrage, de mon inconscient, et finalement, au principe de toutes ces composantes involontaires de moi-même, de ma propre naissance, car ce n'est pas la conscience qui m'apprend quel est mon caractère, ou quelles sont mes habitudes, et encore moins quand et comment je suis né. On pourrait penser se tirer l'affaire en invoquant l'expérience du corps propre, et plus généralement l'expérience de la finitude. Ricoeur aperçoit dès cette époque que cela n'est pas suffisant, et il le montre sur l'exemple des savoir-faire de ce que l'aristotéliste, et Ricoeur par la suite, appelle les habitus. Ricoeur prend cet exemple. Je décide que je ferai ce voyage. Comment se pose ici la question du sujet, la question qui? Tout d'abord, quelle différence entre souhaiter que quelque chose arrive, par exemple que la pluie cesse, que le jour se lève, et décider de faire quelque chose, par exemple de sortir ou de se lever. La différence est que dans le second cas, le sujet du vouloir figure également en tant qu'agent dans l'objet de ce vouloir. Le projet est mon projet parce que c'est de ma propre action à venir qu'il s'agit, mais dira-t-on comment cette action qui n'a pas encore été faite est-elle déjà mon action? Elle est en tant qu'elle est une possibilité dont je suis le sujet. C'est une chose que je peux faire, que je suis capable de faire, qu'il ne tient qu'à moi de faire. Je cite, le sujet de l'action visé dans le projet est le même sujet qui est implicite ou explicite dans l'acte même de décider et de viser le projet. Moi qui décide, c'est moi qui ferai. Fin de citation. Nous avons ici une identité très remarquable de l'agent avec lui-même. En effet, la conscience de l'identité entre moi qui décide et moi qui ferai n'est pas une conscience rétrospective, ce n'est pas un jugement de spectateur de soi-même, c'est une conscience qu'on pourrait dire prospective. Plus tard, il me sera possible de revenir sur ce que j'ai fait et de porter un jugement de responsabilité, comme l'écrit Ricoeur. Quelqu'un pose la question « Qui a fait cela ?» Je me lève et je réponds « C'est moi ». En revanche, tant que nous n'en sommes qu'à la décision, l'action décidée reste encore à faire, elle n'est qu'impossible. Ce possible repose entièrement sur le fait que le sujet est capable de se projeter dans le futur parce qu'il se sait capable de faire l'action envisagée. Le sujet qu'il nous faut donner à l'acte de décider est donc un sujet doté de pouvoir-faire, de capacité, ainsi que d'une capacité à mesurer ses propres capacités. Je cite Ricoeur, moi qui décide de faire, je suis capable de faire, et c'est cette capacité que je projette dans le sujet de l'action. Or, toute cette analyse du projet repose sur l'attribution de pouvoirs actifs à l'agent et une attribution de ces pouvoirs actifs en première personne. Or, la difficulté pour une philosophie du cogito est de trouver une place pour ces pouvoirs actifs du sujet. Le sujet peut dire « je peux jouer du piano, je sais nager ». Ce sont les exemples que donne Ricoeur dans cette analyse. Ces pouvoirs que possède le sujet, comment les faire tenir dans un cogito? Car dire « je peux », ce n'est ni dire « je fais », ni dire « je subis ». On ne peut donc les comprendre ni comme un mode actif du cogito, ni comme un mode passif. Sans doute, je peux faire signifie souvent je sais faire, mais ce savoir-faire n'est pas une conscience cartésienne qui garantisse au sujet la possession de ses pouvoirs. Je peux décider d'apprendre à jouer du piano, mais non décider de savoir jouer du piano. Et s'il dépend de moi seul de jouer ou non du piano à telle occasion, c'est parce que je peux le faire. Les habitudes ne sont donc ni des attitudes que je possède, si je le veux, ni des états que je subis, bon gré, mal gré. Alors on dira qu'en réintégrant le corps, on réintègre les attitudes du corps. Mais Ricoeur souligne dans son texte
que les pouvoirs-faire qu'il faut réintégrer sont aussi des pouvoirs-faire intellectuels, comme je sais compter, je sais lire, je sais parler telle langue. Et ces habitudes intellectuelles ne sont, eux non plus, ni des actes de conscience, ni des états de conscience. Ainsi, la philosophie du sujet n'a pas de réponse à la question ontologique que Ricoeur pose dans cette thèse par ce raccourci énergique. Où sont nos connaissances, nos savoirs, quand nous n'en usons pas? Ces pouvoirs sont ceux du sujet, et pourtant, ils ne peuvent pas trouver une place dans l'acte de conscience. J'en viens à une phénoménologie de l'homme capable. Une phénoménologie de l'homme capable, c'est le titre que donne Ricoeur à l'une des sections du parcours de la reconnaissance. Le sujet est un homme qui peut dire, qui peut faire, qui peut raconter des histoires et donc aussi sa propre histoire, qui peut imputer et s'imputer des mérites et des fautes. Comment passe-t-on d'une phénoménologie dans laquelle les pouvoirs-faire sont une énigme pour le philosophe réflexif, puisqu'il ne sait pas comment les intégrer dans l'acte de conscience, à une déception qui prend pour thème les capacités humaines? Il aura fallu d'abord que la phénoménologie se fasse herméneutique, ce qui veut dire il aura fallu qu'elle ait réussi à conjurer la tentation de l'autoposition. Elle l'a réussi en acceptant que le « j'existe » précède le « je pense » au lieu de coïncider avec lui. Le sujet de l'herméneutique n'est donc plus cette entité égologique qui cherche à se poser elle-même par le cogito. Mais c'est en reprenant sans compte certaines avancées de la philosophie analytique du langage que le philosophe réflexif fera le pas décisif. L'égologie s'attache à poser un ego, mais ce sujet, qui n'a d'autre consistance que de se rapporter à lui-même comme objet de sa propre conscience, est, comme dit Ricoeur, désancré. Il est privé de contexte. Dans Soi-même comme un autre, Ricoeur explique ainsi la méthode qu'il s'attache désormais à suivre. Je cite: le rôle que nous faisons jouer à l'analyse, et ici il parle de la philosophie analytique, le rôle que nous faisons jouer à l'analyse implique que le détour par l'objectivation est le plus court chemin de soi à soi-même. C'est donc non, soi-même comme un autre. Ce qui semble être un détour laborieux est en réalité le chemin le plus court pour aller là où l'on voulait aller, à savoir vers soi en personne plutôt qu'en effigie. Il faut passer par tous les terrains sur lesquels il y a lieu de poser la question qui. Il faut donner à cette question qui toute son amplitude. Donner à la question du sujet son amplitude, c'est se souvenir que le sujet que nous cherchons doit être le sujet de quelque chose. Il n'y a pas le sujet sans plus, hors contexte, mais le sujet qui nous occupe est toujours le sujet de quelque chose qu'il faut spécifier. En termes linguistiques, pour qu'il y ait lieu de demander qui est le sujet, il faut qu'on ait d'abord décrit un procès au moyen d'un verbe de procès. La question qui ne se pose pas dans le vide, mais l'on demande, je cite Ricoeur, qui parle de quoi, qui fait quoi, de qui et de quoi fait-on récit, qui est moralement responsable de quoi. Le philosophe va donc retrouver contre l'égologie cette amplitude de la question qui. Dans la vie, nous posons la question du sujet en demandant par exemple qui a fait cela. Il faut identifier quelqu'un. Ou bien nous nous demandons à propos d'une action qu'il faudrait faire, qui le fera. Dans la philosophie analytique de l'action, nous analysons la grammaire de cette question du sujet. Nous demandons à quelles conditions cette question offre un sens. La question « qui a fait cela ?» se pose, apparaît-il, lorsque deux conditions sont réunies. D'abord, il faut qu'un certain changement du monde nous apparaisse comme pouvant être l'action de quelqu'un. Ensuite, il faut que nous ne sachions pas encore à qui imputer cette action. Par exemple, une sonnerie se fait entendre et nous disons « on sonne à la porte, qui sonne ?» C'est pourquoi la réflexion pratiquée par le philosophe réflexif est désormais qualifiée d'indirecte. Avant qu'on puisse demander qui sonne à la porte, il faut qu'on ait pu dire « cela sonne ». Certes, il peut arriver qu'une sonnerie soit un procès sans sujet, mais la destination normale des sonnettes est de rendre possible des procès avec sujet. Quand ça sonne, la plupart du temps, quelqu'un sonne, la question du sujet est donc appropriée, elle fait sens dans ce contexte. Qui a fait cela? Qui est en train de faire cela? Qui fera cela? Nous posons la question du sujet à tous les temps verbaux. L'amplitude de la question est omnitemporelle. Mais elle est également, dit Ricoeur, omnipersonnelle, puisqu'à de telles questions, il est possible de répondre à toutes les personnes grammaticales. Il est possible de répondre c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous, etc. Le champ d'application de la question qui inclut tous les pronoms personnels.
Et du point de vue de l'imputation et de l'engagement, il importe au plus haut point qu'une réponse à la première personne puisse être transposée à la troisième ou à la seconde. Si je dis « je le ferai », vous pouvez désormais dire comme moi « il a dit qu'il le ferait », et vous pourrez me dire « tu as dit que tu le ferais ». Une autre raison qui fait du détour analytique le chemin le plus court vers soi et qui permet, en diversifiant la question qui, selon les contextes, de réintégrer les pouvoirs-faire et les habitus dans les vies du sujet. L'analyse s'entend ici au sens de la philosophie analytique et donc d'une analyse logique du langage. Il s'agit, partant de phrases, de mettre en évidence les traits logiques et linguistiques qui caractérisent un type d'énoncé selon que le sujet, au sens logique de sujet, reçoit un prédicat dans telle ou telle catégorie conceptuelle. Toutefois, ce qu'on veut analyser n'est pas le langage pour lui-même. Le but d'une philosophie de l'action, par exemple, est d'analyser le concept de l'action à partir d'une étude du langage de l'action. De même, si le philosophe s'intéresse au langage de la narration, c'est pour analyser les concepts de mémoire et d'identité personnelle. Et de même, lorsqu'on veut analyser le concept de responsabilité, la voie analytique consiste à décrire le langage de l'imputation des actions. Et enfin, et ici Ricoeur explore un terrain que la philosophie analytique contemporaine n'a pas souvent abordé, il s'agit pour lui d'aborder le thème existentiel du maintien de soi en partant d'une analyse du langage de l'attestation. À chaque fois, nous tirons d'un examen des verbes ou des prédicats le signalement du sujet capable de recevoir ces verbes et ces prédicats. Et puisqu'il y a plusieurs catégories de prédicats, il faut à chaque fois un sujet muni des capacités requises. L'usage d'un verbe dire suppose que le sujet locuteur ait des compétences linguistiques. L'usage d'un verbe d'action suppose que le sujet agent soit capable d'une action intentionnelle. Pour raconter l'histoire de quelqu'un, il faut non seulement le concevoir comme le héros d'une histoire, mais comme le héros de sa propre histoire, et donc le doter de ce que Ricoeur appelle une identité narrative. Enfin, le sujet capable de se projeter dans le futur est aussi celui à qui il reviendra d'assumer ensuite ce qu'il aura ainsi projeté. Le sujet ainsi compris n'est plus quelqu'un qui dit « je » sans plus, c'est quelqu'un qui se comprend même comme sujet de, je cite Ricoeur, sujet de discours, d'action, de récit, d'engagement éthique. Je conclus. Ricoeur lui-même définit sa méthode de réflexion comme une procédure analytico-herméneutique. Ce qualificatif peut se comprendre dans les deux sens, ou bien c'est la procédure d'une herméneutique qui s'est équipée d'outils analytiques, avant tout pour poser des questions d'identification et de référence, ou bien c'est la méthode d'une philosophie analytique qui ne néglige pas de faire place à l'interrogation sur soi en première personne. Que peut une telle procédure? Ricoeur répond, au début de Soi-même comme un autre, grâce à cette procédure, le sujet que décrit la philosophie, je cite, commencera à s'égaler au concept le plus large de l'homme agissant et souffrant. Lorsque le concept du sujet revenu à soi ne se distingue plus du concept d'un homme agissant et souffrant, le mirage de l'autoposition a été déjoué, le sujet peut maintenant se saisir lui-même en personne et non plus en effigie.